Il importe de nos jours de conserver un équilibre intérieur qui nous permet de supporter mieux et plus le stress du monde moderne. Constamment sollicité, voire périodiquement agressé dans son environnement, l'homme moderne doit produire un effort supplémentaire d'adaptation face à certaines circonstances, comme par exemple un geste chirurgical. Le stress que représente l'anxiété préopératoire et l'agression chirurgicale elle-même a été comparé à celui de la perte d'un être cher. Les premiers moments de la consultation, avec les inquiétudes sur le diagnostic et la sanction chirurgicale qui en découle, le séjour en clinique, l'attente du matin de l'intervention à jeun et la peur majeure qu'éprouve tout patient livré, impuissant et presque nu sur la table d'opération sont autant de facteurs de stress qu'il est lourd de gérer au mieux. Depuis 1920, nous savons que la stimulation visuelle peut faire varier le rythme de l'électroencéphalogramme. En 1934 a été constatée la réalité de l'entraînement photique. Sachant que les ondes électroencéphalographiques de basse fréquence correspondent à un état de détente importante, dès 1960, des machines à provoquer un rythme encéphalographique alpha confirment une baisse de l'anxiété, voire une relaxation chez les personnes soumises à leur influence. Les Brain Machines de 1980, couplant des stimulations visuelles et auditives, rentrent dans l'arsenal thérapeutique des gestionnaires du stress. Le synthétiseur d'ondes cérébrales θ se présente comme une console produisant des sons et des impulsions lumineuses dont il est possible de programmer la fréquence de départ, la fréquence cible, le temps nécessaire pour parvenir à l'une ou l'autre, ainsi que la synchronisation droite-gauche des différentes sources de stimulation dont on peut également régler l'intensité. Une paire de lunettes stroboscopiques, un casque stéréophonique, un microphone permettant d'exploiter la suggestibilité des patients en phase θ, une source stéréophonique externe permettant la diffusion d'un message utilisant les propriétés de la stéréophonie, adresser des messages différents dans chaque oreille. Plusieurs schémas lumineux sont proposés, ainsi que plusieurs types de sons. Pour faire passer un message, deux possibilités sont offertes: la méthode subliminale, les métaphores de Simonton. J'avais été frappé, lors de l'introduction par le Dr Litchenko de l'anesthésie loco-régionale du membre inférieur, par l'agitation des patients sur la table d'opération au bout de quelques minutes. L'analgésie était certaine. L'inconfort de la situation n'expliquait pas tout. Les malades s'impatientaient, rendant l'acte opératoire difficile. L'énervement contagieux du patient gagnait le personnel infirmier et médical. Quand nous avons découvert les premières applications du θ, l'idée de l'utiliser en salle d'opération a été immédiate. L'essai fait sur les médecins eux-mêmes était concluant. Les patients l'ont accepté rapidement. Le changement a été radical pour l'équipe. Patients détendus et isolés, le temps opératoire pouvait à nouveau s'écouler. Par ailleurs, les quelques refus essuyés sont autant d'indicateurs. Un patient inquiet refusant la relaxation n'aura certainement pas une attitude de coopération en post-opératoire dans sa rééducation, ce qui fait présager de la qualité du résultat final. Nous sommes persuadés de l'intervention du subconscient dans le vécu de l'acte chirurgical et de sa responsabilité dans l'expression de la qualité des résultats de la chirurgie.
Le surcroît de travail pour l'anesthésiste que représente la mise en œuvre d'une séance de relaxeur se trouve largement justifié par son efficacité au niveau du stress périopératoire. L'instant opératoire est infiniment mieux vécu et l'optimisme est de règle en post-opératoire quant aux bénéfices de l'intervention. Des messages préventifs de lutte contre l'algodystrophie devraient être diffusés pendant l'opération. Mademoiselle, avez-vous apprécié l'intervention sous tétane? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un système qui permet d'oublier un petit peu l'environnement présent. On pense tout à fait autre chose. Vous avez l'impression d'être libéré de l'environnement? Est-ce que vous avez réussi un petit peu à oublier qu'on vous opérait à un moment donné ou à un autre? Pas complètement, mais en fait, on a l'impression d'être au-dessus de ce qui se passe et d'être un petit peu sur son nuage, penser à différentes choses. Au bout d'un moment, on revient un peu à l'opération, puis après on s'en éloigne, et puis on revient sans que ce soit stressant. Donc pour vous, c'est plutôt un plus? C'est plutôt un plus. Alors, Dr Lichenko, qu'est-ce qui nous a amené à utiliser le tétane dans ces opérations? C'est le constat qu'en périopératoire, les patients éprouvaient un certain désagrément sous les anesthésies locaux-régionales, alors qu'on avait la certitude que dans le champ opératoire, ils avaient une analgésie parfaite. Par son effet d'isolement et de distraction, il améliore considérablement la tolérance des gestes satellites périopératoires. Alors, avec un recul de 5 ans, est-ce que vous pensez réellement que les patients en ont eu le bénéfice escompté? Eh bien, aujourd'hui, nous totalisons plus de 400 dossiers avec l'utilisation de l'opération avec le synthétiseur d'ondes cérébrales. Nous avons une bonne impression de l'efficacité de l'appareil et les statistiques montrent une baisse significative de la consommation médicamenteuse complémentaire. Quelles sont pour vous les meilleures indications de l'utilisation du tétane? Il n'existe pas de meilleure indication car en fait tout patient opéré sous anesthésie locaux-régionale peut bénéficier de la pointe du synthétiseur d'ondes cérébrales. Il existe en fait des mauvaises indications comme par exemple le refus du patient ou la non-coopération du fait d'une capacité d'abstraction insuffisante ou encore des troubles visuels et auditifs importants. Alors, sur le plan pratique, est-ce que la mise en œuvre d'une séance de tétane n'alourdit pas trop le geste chirurgical? Il est certain que cette technique est un travail supplémentaire pour l'anesthésiste et nécessite de sa part un minimum d'adhésion aux techniques de relaxation et de sophrologie. Mais d'une manière générale, l'installation et le conditionnement du patient ne représentent que quelques minutes et le bénéfice pour son confort est tel que toute l'équipe chirurgicale y adhère avec enthousiasme. Est-ce que vous avez connu des échecs ou des déceptions avec l'utilisation de cet appareil? Nous avons effectivement connu des déceptions, surtout liées à des indications limites chez des patients avec des rejets et parfois des refus chez des patients lors d'une deuxième séance alors que la première ne nous était pas apparue comme mal vécue. Cela ne représente pas plus de 15% de notre expérience. Avez-vous des projets d'amélioration du fonctionnement du tétane, de son mode d'utilisation ou de ses possibilités? Nous avons de grandes ambitions pour le tétane. Nous voudrions d'abord améliorer ses performances en tant que relaxeur par des séances supplémentaires la veille de l'intervention, par le couplage de messages subliminaux en pré- et péropératoire lorsque le patient est dans un état de grande suggestibilité. D'autre part, et dans le même ordre d'idées, nous voudrions travailler sur l'élément inconscient de l'algodystrophie. Alors, est-ce que vous conseilleriez la généralisation de l'utilisation du simulateur cérébral ou est-ce que vous pensez que son utilisation doit rester marginale? Dans le cadre de la diminution du stress et de l'appoint de confort qu'il procure lors d'une anesthésie locaux-régionale, il est incontestable que sa plus large utilisation me paraît souhaitable et à mon avis est incontournable. Quant à son utilisation sur le subconscient, je pense qu'elle mérite encore de mûrir dans des mains expérimentées et d'être encadrée par des protocoles dont la rigueur scientifique et éthique doit être irréprochable. Sur actuellement plus de 500 cas, nous avons constaté une remarquable stabilité des paramètres de surveillance non invasive habituels, les rythmes cardiaques, la tension artérielle, la fréquence respiratoire et la saturation oxygénée. La disparition presque totale de toute sédation complémentaire pharmacologique et surtout une détente père et post-opératoire quasi unanime, contribuant à une diminution spectaculaire de la consommation d'antalgiques et de tranquillisants. En cas d'anxiété majeure, une séance préopératoire la veille au soir permet d'optimiser les effets de la séance péropératoire. Il s'agit donc d'un excellent moyen non pharmacologique et souvent très agréable
de minimiser le stress lié à toute intervention chirurgicale.